Bonjour à tous, dans le cadre du centenaire de la radio, nous avons rencontré des acteurs du monde de la radio et aujourd'hui je suis avec François Jost, ancien professeur des universités de sciences et de l'information et de la communication. Bonjour. Bonjour. Alors François Jost, vous êtes ancien professeur émérite à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3 où vous enseignez l'analyse de la télévision et la sémiologie audiovisuelle. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre carrière? J'ai d'abord enseigné le cinéma pendant pas mal d'années, et puis j'ai introduit l'analyse de la télévision à Paris 3 et donc la sémiologie audiovisuelle. Donc le but de tout ça, c'est de former à la compréhension des messages audiovisuels sociaux. J'ai beaucoup travaillé aussi avec l'INA sur les émissions de télévision, sur l'histoire des émissions de télévision. Et je te fournissais en fait des instruments avec la sémiologie pour analyser tout ça. Qu'est-ce qui vous attire justement dans cette analyse, dans cette recherche, dans l'histoire des médias? Alors, ce qui m'a intéressé, c'est le fait que les médias, pour moi, sont très importants parce qu'on ne peut pas vivre sans médias. On a partout des médias autour de soi, et donc ça fait partie de la compréhension du monde d'analyser les médias comme si j'analysais, comme la biologie peut le faire pour le vivant ou la sociologie. Voilà, il me semble absolument nécessaire de comprendre comment ça fonctionne et comment le sens se dégage des médias. On en apprend encore aujourd'hui justement des choses sur les médias. Oui, bien sûr, parce que ça change tous les jours. Là, il y a peu de temps, M6 et TF1 se sont fusionnés. C'est une situation nouvelle, donc on m'a contacté pour me demander ce que je pensais, etc. On a quatre chaînes d'information d'information en On continu, continue. pardon. Est-ce qu'elles sont différentes? Est-ce qu'elles disent la même chose? Est-ce qu'il y en a une qui est plus d'opinion que l'autre, etc. Ben, l'analyse sémiologique permet d'objectiver tout ça, de répondre à ces questions en étant pas simplement subjectif, mais en étant précis, en ayant un cadre objectif. Alors, vous avez dirigé le laboratoire communication, information, médias de 2012 à 2016, mais aussi fondé le Centre d'études des images et des sons médiatiques en 1996. Dites-nous ce qu'il s'y passe. C'était pour réunir justement les chercheurs autour de l'analyse de la télévision. En 1995, il y a eu un événement formidable en fait dont on ne mesure pas nous les Français l'importance. C'était l'ouverture des documents de l'INA aux chercheurs, et donc il fallait trouver autour de moi à la fois des maîtres de conférences, des étudiants, des docteurs, etc., pour analyser ces millions d'heures de télé et de radio bien sûr, qui sont disponibles. Oui, des millions d'heures, puisque cette année la radio fête ses 100 ans, ce n'est pas rien. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Bah, la radio, ça a toujours occupé une grande place dans ma vie. J'ai eu la télévision qu'assez tard, après avoir quitté mes parents. Donc, le monde des médias, c'était la radio. Depuis que tout petit. Alors c'était même avant les transistors, hein. Il y avait j'écoutais avec mon frère la radio dans ma chambre. Bien sûr, je sais pas si on en reparlera, mais des émissions comme Salut les copains, ça a formé ma jeunesse. Et donc ça m'a accompagné tout le temps, bien sûr. Mais justement, dites-nous les émissions que vous aimiez Alors, écouter. mais je me rappelle en particulier quand j'étais vraiment lycéen, enfin on dirait collégien aujourd'hui, quand j'ai pas vers les 12 13 ans, j'étais externe, et donc j'avais le temps de rentrer à midi pour manger, et il y avait une émission sur ce qui est devenu Radio Luxembourg, où je sais plus, il y avait Ça va bouillir, qui était un feuilleton absolument extraordinaire, et donc comme aujourd'hui on pourrait regarder des séries, moi, je rentrais à toute vitesse pour écouter mon feuilleton, et puis je repartais après. Bon, il y a eu aussi une émission très mythique, très connue, qui était La Famille du Raton, hein, que j'écoutais aussi sur le banc avec Raymond Souplex et Jeanne Sourza. Donc tout ça, oui, c'est des souvenirs d'enfance très forts. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des émissions ou des chaînes de radio que vous appréciez? Aujourd'hui, j'ai plus de mal. Enfin, je passe d'un truc à l'autre. Euh, j'aime bien les journaux en fait d'information. Souvent plus l'information qu'à la télé.
parce que je trouve que c'est peut-être qu'on n'est pas dérangé par l'image, c'est ça. J'aime beaucoup les émissions d'information. C'est aussi pour vous une des forces principales de la radio de ne pas être dérangé par l'image et vraiment d'être focus sur la voix. Oui, je pense que c'est important parce qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder des tas de choses dans l'image, hein, des choses qui nous attirent, des trucs qui nous frappent, etc., qui parfois nous font perdre le fil. Moi, je me rappelle même avoir écouté regarder des interviews de Barthes à la télé, et puis je me regardais sur sa veste en me disant, ah oui, il est pas mal celle-là, il y a un bouton qui est mal, vous voyez, et donc ça distrait complètement de l'information. Donc c'est pour ça que la radio, c'est aussi important de ne pas avoir l'image et pouvoir se concentrer sur la voix pour Ouais. faire véhiculer Bon, des en messages plus ou la autres. voix, bon, je trouve que c'est évidemment, j'adore les voix, bien entendu. Donc depuis les premières émissions diffusées depuis la Tour Eiffel, bien d'autres ont suivi, les groupes de radio se sont multipliés. Quel regard portez-vous sur le champ radiophonique français? Euh, alors, c'est vrai que moi j'ai connu la radio à une époque où il y avait en gros trois radios. Une radio nationale et puis les radios périphériques, Luxembourg et Europe 1. Donc, il y a eu une ouverture considérable au moment en 82. Aujourd'hui, c'est vrai que j'écoute pas beaucoup de radios différentes, malgré cette offre absolument considérable. J'écoute beaucoup les grandes radios, c'est vrai, hein, France Inter, France Culture. J'écoute en fait beaucoup France Musique aussi, et Europe 1, et d'autres. Bon, mais c'est vrai que c'est réparti sur peu de postes. Est-ce que vous pensez que la jeunesse d'aujourd'hui est moins sensible à la radio? Alors, les études qui ont été faites montrent que, en fait, ça dépend de quel moment de la journée, si vous voulez. Il y a un moment où quand même les jeunes écoutent aussi la radio. Euh, je pense que je pense qu'il y a quand même tout un. euh, bon, là c'est très mauvais, hein. Je vous ai recommencé. Euh, non, je pense que la radio est encore importante. Euh, Peut-être plus évidemment sous forme de podcast ou choses comme ça, mais en fait, quand on imagine que par exemple, une émission comme les chemins de la philosophie sur France Culture arrive finalement à 1 million de podcasts, et beaucoup de jeunes les écoutent, c'est quand même absolument considérable. Alors je pense que c'est vrai que les podcasts pour des jeunes qui sont pris dans la journée, etc., c'est super commode, et qu'ils écoutent peut-être pas en direct parce qu'ils sont ailleurs, parce qu'ils sont à la fac, parce que je sais pas quoi, ils sont en terrasse. Justement, il y a l'arrivée des podcasts, de la Ouais. radio à la demande. Est-ce que vous n'avez pas peur que ces choses-là prennent le dessus justement sur la radio? Alors moi je pense pas que ça prenne le dessus. Je pense que on a besoin d'être surpris. On a besoin donc du flux, parce qu'on a besoin parfois qu'on fasse quelque chose pour nous et qu'on le découvre comme ça. Vous savez, sur Netflix, par exemple, Netflix a fait une expérimentation, c'est pas la radio, mais parfois ça marche ensemble. Netflix a fait une expérience qui était de mettre des programmes en continu. Et on pouvait rentrer dedans. C'est-à-dire qu'ils ont réinventé la télévision, hein. Bah, pour la radio, je pense que c'est la même chose. Je pense que on a envie d'écouter des podcasts d'une émission qu'on a ratée et qu'on aime, mais ça n'empêche pas qu'on a aussi envie parfois de se brancher sur quelque chose qu'on n'attend pas, ou qui est une émission de flux qui va être différente à chaque fois. Donc je ne crois pas que l'un tue l'autre. D'accord, donc la radio a encore de belles années devant elle. Ah, moi je crois, oui. Alors vous avez justement étudié, analysé le champ audiovisuel et radiophonique pendant des années. Quelles évolutions avez-vous remarquées sur les 20 dernières années? Ouais, je crois que fondamentalement, c'est le fait qu'elle est devenue numérique, qu'on l'écoute partout. C'est quand même toujours assez étonnant quand vous écoutez une émission de flux et qu'il y a un auditeur qui appelle depuis la Nouvelle-Zélande ou de Los Angeles. Donc ça, c'est quand même incroyable. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être en voyage et d'écouter en me réveillant Ruquier. C'est un des changements fondamentaux. Et puis ensuite, les podcasts, évidemment. Donc des prouesses technologiques qui font aussi dans l'avancée du temps. Merci à vous, François Josse, d'avoir participé à la fête de la radio sur Sensation. Sachez que vous pouvez également retrouver cette interview sur notre site et application Radio Sensation.